Martin Kopp a généreusement donné une entrevue au Réseau des Églises vertes. Renaud Grégoire a pu le joindre à Strasbourg le 11 octobre 2021. Il parlera de l'engagement de Green Faith, des religions pour la justice climatique ainsi que la mobilisation autour de la COP 26. Martin Kopp est engagé dans la coordination du travail de Green Faith sur le changement de mode de vie personnel et sur l'engagement avec les groupes religieux francophones et européens. Sa thèse de doctorat, soutenue à l'Université de Strasbourg, a mis en dialogue la décroissance et l'éco-théologie. Des groupes religieux et laïcs le consultent sur ces sujets en France et à l'international. Il a été aussi responsable du plaidoyer pour la justice climatique pour la Fédération luthérienne mondiale. Il préside la commission écologie-justice climatique de la Fédération protestante de France. Martin Kopp, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes lundi, le 11 octobre. C'est l'Action de grâce au Canada. C'est une grâce que vous soyez avec nous. Dans ce temps, vous êtes très chargé. Merci d'accorder cette entrevue à Église verte. Et d'abord, dites-nous d'emblée, qu'est-ce que Green Faith? Oui, c'est un terrible anglicisme, n'est-ce pas, puisque nous avons un nom anglophone. Alors littéralement, Green Faith, c'est la foi verte. Cela fait référence donc à l'engagement des diverses traditions religieuses, et nous disons même de manière plus large les personnes de conviction ou de conscience, puisqu'il y a parfois des agnostiques ou des athées qui sont intéressés pour travailler avec nous. Cet engagement donc pour la justice climatique et environnementale sur une question que les religions ont commencé à prendre en compte au niveau mondial, mais dont elles sont loin d'activer tous les leviers dont elles disposent. C'est vrai qu'il y a un énorme potentiel, on va dire, pour le moment, pour l'engagement des religions pour le climat. Et Green Faith est donc une organisation non gouvernementale qui est née à New York en 1992, donc qui est déjà bien installé dans le paysage religieux sur le climat et sur l'écologie, en particulier bien sûr dans le monde anglophone, même si à présent moi je suis là aussi pour la mobilisation francophone et que je suis heureux à travers cette vidéo et cette rencontre de poursuivre les débuts de notre relation avec l'Église verte. Et on travaille, alors comment dire ça, on travaille pour bâtir un mouvement de personnes de foi ou de croyantes et de croyants, de personnes de spiritualité, de conviction sur ces enjeux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un mouvement? Ça veut dire que c'est une approche un petit peu différente de certaines institutions qui vont avoir des programmes ou des campagnes, donc des choses qui sont très limitées dans le temps, où on n'est pas nécessairement en relation dans le temps long, etc. Nous, c'est plus aussi un peu en lien avec notre identité d'ONG, l'idée de bâtir une relation avec des personnes, commencer, accompagner à aller vers l'action, divers types d'actions d'ailleurs, dont je dirai un mot tout à l'heure, et être dans un mouvement, c'est-à-dire un nombre de personnes qui croient, qui recrutent de nouveau et qui participent aux diverses actions de la société civile et des religions pour le climat. Alors ça se joue pour nous en particulier dans ce qu'on appelle des cercles, c'est-à-dire que nous sommes convaincus que pour être motivé et pour durer dans l'engagement, parce que bien souvent c'est ça aussi l'enjeu, pour y trouver du plaisir, pour que ce soit un lieu d'aventure humaine, que la sobriété heureuse ou la simplicité joyeuse ne soient pas que des formules, donc que ce soit vraiment un lieu de joie et aussi de bonheur, même si toute personne engagée dans la conversion écologique voit aussi comment ça peut être parfois des choses un peu compliquées. On invite à s'engager dans des cercles, c'est-à-dire des communautés locales, des petites communautés ou des groupes. Je sais que communauté ou groupe, selon les endroits et les cultures, c'est reçu différemment. Donc, imaginez 5, 6, 7 personnes jusqu'à 15, vraiment maximum une vingtaine, des amis, des gens de la même famille ou au sein d'une même paroisse, ou alors carrément en interreligieux avec des personnes de différentes traditions. Un cercle, une communauté qui est un groupe dans lequel, par lequel et avec lequel on se met en action. Et alors l'action, et je vous laisserai m'interroger plus dans le détail, mais de manière globale, c'est on invite les gens, on dit dans notre langage, on les met au défi d'une manière bienveillante à agir sur les 3 niveaux que sont l'engagement personnel, donc les changements de mode de vie,
l'engagement collectif. Donc, comment est-ce que j'interpelle peut-être mon institution religieuse, que ce soit ma paroisse, mon diocèse ou autre, pour aller vers une église verte. Et là, on est tout à fait dans votre thème. Et puis, le niveau systémique, l'interpellation des décideurs, le plaidoyer, que ce soit de la remise de textes et de demandes, ou que ce soit parfois aussi, et on a un espace pour cela, carrément un accueil d'initiatives de désobéissance civile, par exemple de bloquer le siège d'une entreprise, des choses qui peuvent être un tout petit peu plus confrontationnelles, même si elles sont, parce qu'on a une jeunesse qui a une colère, qui a envie de s'engager, qui a envie d'aller plus loin que simplement voilà, des belles déclarations qui sont importantes, mais à la limite, voilà, vous êtes chef d'État ou chef d'une grande entreprise multinationale, qu'est-ce que ça a comme valeur, une déclaration? Il faut aller parfois un peu plus dans un dialogue direct au contact, mais toujours non violent. Voilà, personnel, collectif et systémique, c'est dans ce sens-là qu'on s'engage. Alors, si on forme un cercle, est-ce qu'on est obligé d'agir à tous ces 3 niveaux, personnel, jusqu'au plaidoyer international? Ou si chaque groupe décide et est-ce que les groupes sont autonomes tout en appartenant à Green Faith? Comment ça fonctionne? Oui, ce sont deux questions importantes. Je réponds tout de suite à la première. On essaie de trouver un bon équilibre entre le fait que ce soit des cercles Green Faith ou des cercles de sympathisants. Enfin, on est aussi en partenariat avec des organisations qui ne veulent pas appeler ça des cercles Green Faith, qui, mettons du côté catholique, par exemple, ça pourrait être un groupe Laudato Si, ou à partir du moment où il y a une envie de travailler avec la même méthode et qu'on soit en partenariat, c'est possible, quel que soit le nom. Et si ça veut dire qu'on travaille avec la même méthode ou dans un partenariat ou ensemble, dans tous les cas, il y a forcément quelque chose qui est commun. Donc, il y a un cadre partagé. Et là, par exemple, ce serait de dire un groupe, pour qu'il vive vraiment cette dynamique de cercle ou de groupe, il faut qu'il se rencontre une fois par mois, au moins, qu'au moment de la rencontre, il y ait toujours un moment spirituel, puisque c'est ça notre enracinement, qu'il y ait toujours un repas partagé, parce que vraiment, pour nous, c'est important. Quand on dit communauté plutôt que groupe, c'est ça qu'il y a derrière, c'est un lieu de convivialité aussi. Donc, on mange ensemble. Ce n'est pas juste un groupe de travail et on fait une réunion de 20h à 21h30. Vous voyez ce que je veux dire? C'est non, on se rencontre, on prend le temps, on mange ensemble, on a un moment spirituel et ensuite, il y a le troisième grand moment d'une rencontre de cercle qui est, bon, où est-ce qu'on en est dans l'action? Qu'est-ce qu'on fait? Peut-être vous êtes en train d'organiser une activité, X ou Y, enfin voilà. Donc, il y a des communs dénominateurs et en même temps, on essaie d'être le plus horizontal possible et donc on réfléchit, enfin, c'est le cercle qui décide pour lui-même. C'est les cercles, on les consulte régulièrement en disant bah, tiens, c'est quoi le coup d'après pour Green Faith de manière générale? Donc on fait parfois des sondages par email et on est aussi en train d'apprendre en marchant hein, sur cette question-là parce que comment être dans une cohérence et en même temps être dans le processus le plus démocratique possible, c'est pas quelque chose d'évident. Voilà, donc ça on apprend. Et quand je disais que du coup, ce sont les cercles qui décident pour eux-mêmes, eh bien c'est là la réponse à votre deuxième question. Il y a des cercles qui sont créés à un niveau en général. Par exemple, sur le niveau changement personnel, on a une initiative qui s'appelle Living the Change, en français Vivre le changement, qui accompagne, c'est notre initiative pour accompagner les personnes de foi dans des changements dans les transports, l'alimentation, l'usage de l'énergie à la maison. Et il y a des groupes qui se créent dans ce cadre-là. Donc, ils commencent au niveau de la transformation personnelle. Et ensuite, ce qu'on va faire, ou alors, pour prendre 3 exemples, ou alors il y a un groupe qui se crée parce que vous participez à une initiative de désinvestissement ou que vous vous mobilisez pour le désinvestissement hors des énergies fossiles de votre église ou de votre campus ou voilà, d'une autre collectivité. Donc, vous êtes un groupe qui est né à l'échelon collectif. Et puis, dernièrement, peut-être que votre groupe il est né à l'occasion d'une grande marche climat mondiale et que vous, localement, vous avez organisé ou contribué à organiser le bloc interreligieux de la marche. Donc là, vous étiez plus dans du systémique. Donc souvent, ça vient d'un endroit, hein, ça ne vient pas des 3 en général en même temps. En revanche, derrière, dans la vie du cercle, chaque cercle est en lien avec un chargé de mobilisation. Du côté de Green Faith, en anglais, on dit an organizer, community organizer. Donc peut-être ça parle à certaines ou à certains d'entre vous. Donc il y a une relation, c'est là où je disais aussi tout à l'heure, quand c'est relationnel, c'est dialogal. On se connaît, enfin, moi, les cercles francophones, ils me connaissent Martin, ils ont vu mon visage, on s'appelle sur Zoom, on s'appelle de temps en temps au téléphone. On est vraiment dans un suivi les uns avec les autres.
Et on fait alors en anglais, c'est loving agitation, donc c'est de la mise au défi aimante ou bienveillante, c'est-à-dire un groupe qui est sur la transformation personnelle et qui est peut-être bien installé dans ça depuis un moment. Ben, dans notre dialogue, je vais les inviter, je vais leur dire, ben, tiens, bien sûr, c'est important et on vous souhaite que vous continuiez ce travail-là, mais dans notre théorie du changement, comme Green Faith, ben, face au climat, ce n'est pas seulement l'individu qui doit changer, c'est un élément, c'est une pièce du puzzle, mais comme on est dans une approche systémique des choses, ce n'est pas seulement le consommateur, c'est aussi le producteur. Est-ce que vous auriez envie de vous engager dans telle campagne? Ou est-ce que, bah tiens, il y a la COP26 qui arrive à Glasgow en Écosse, est-ce que vous avez envie, en plus de votre travail sur l'engagement individuel, là, on a des actions le 17-18 octobre, est-ce que vous avez envie d'organiser une action? Et donc, c'est que petit à petit, les différents cercles ou groupes soient sur un chemin vers ce qu'on peut appeler une action holistique, c'est-à-dire qui prennent en charge les 3 niveaux. Ça ne peut pas être à chaque moment les 3 niveaux, parce que c'est énorme pour un groupe. Mais est-ce que les 3 ont été touchés, ou est-ce que peut-être on voyage de l'un à l'autre et que d'une façon ou d'une autre, on contribue à ces 3 échelons-là. Mais ça, ils ont la liberté. C'est nous qui les invitons en fonction des moments, des périodes, ou aussi quand on sent dans la vie du cercle, vous savez, parfois on est engagé sur un truc et puis on s'essouffle, il y a besoin d'un peu de fraîcheur, de nouveauté, bah, tiens, il y a tel projet qui arrive, ici vous faisiez ça, voilà. Mais c'est important, et je termine là-dessus pour la réponse à cette question, je mentionnais une théorie du changement. Dans notre vision des choses, on n'oppose pas les niveaux. Et parfois, ça s'entend, hein, que ce soit dans le monde de la société civile séculière ou pas, même dans le monde religieux parfois, ces prises de position un peu tranchées qui disent non, mais le changement, il viendra de l'individu. Soyez le changement que vous voulez pour le monde. Ou alors, il viendra, que peut l'individu? Soyons sérieux, on ne peut rien. C'est les multinationales qui mènent la danse aujourd'hui. Donc, en fait, c'est les entreprises qu'il faut viser. Et puis, vous avez le 3e discours qui dit non, mais en fait, les boîtes ou les individus, ok, mais c'est l'État qui doit montrer l'exemple et qui doit légiférer, qui doit ouvrir un chemin facile avec des subventions ou des soutiens et qui doit contraindre en mettant des barrières ou des taxes ou des machins. Et donc on dira, c'est l'État qui doit être la locomotive. Nous, on pense qu'il y a quelque chose de juste dans les 3 et en fait, il faut qu'il y ait les 3 ensemble, mais pas de manière exclusive, c'est les 3 ensemble, de manière coordonnée, cohérente, et surtout, on va dire, dans un dialogue apprenant. Si les 3 niveaux n'avancent pas ensemble, il y a toujours des endroits où ça coince, ou alors on tape un plafond de verre. C'est vraiment une vraie mutation sociétale, voire même civilisationnelle qu'il nous faut faire. Et pour ça, on a besoin de tout le monde. Martin Cobb, vous répondez à une préoccupation qu'ont plusieurs personnes ici, Oui. donc de ne pas opposer personnel, collectif et aussi systémique. Merci beaucoup de cette réponse, ça nous interpelle et vous allez justement vous interpeller vous-même pour les 17 et 18 octobre. Les religions pour la justice climatique mobilisent. Parlez-nous de cette action. Oui, effectivement, c'est une action qui relève de ce 3e niveau, l'interpellation des décideurs. Et quand nous, on dit décideurs, c'est pas seulement les politiques, bien sûr, c'est aussi les politiques. La COP26, donc la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, 26e dans son édition, entre-temps, qui aura lieu à Glasgow en Écosse, sera un lieu de rencontre. Bon, il y aura des chefs d'État ou à minima des ministres. C'est de nouveau une conférence très politique, au sens où on attend des décisions. On en parlera tout à l'heure dans notre dialogue. Donc, les décideurs politiques, mais aussi les décideurs financiers et économiques. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des entreprises qui ont une capacité, une force de frappe ou un pouvoir équivalent à celle d'État. Et donc, on doit se tourner, ou même localement, vous savez, même les boîtes dans votre coin, ben, elles contribuent aux émissions de gaz à effet de serre et parfois, le choix, prenez une PME, une petite moyenne entreprise, bon, chez moi en France, quelqu'un qui a une boîte qui a 2000 salariés, si elle change ses processus de production ou qu'elle fait des choix alternatifs dans ses marchés qu'elle choisit, qu'elle décide par exemple de ne plus vendre à l'international, je ne nommerai pas la marque, mais il y a dans ma région, en Alsace, dans l'est de la France, un producteur d'eau qui a décidé, pour le climat, de ne plus faire d'exportation en dehors de France. Donc, ils se sont centrés seulement sur le marché français en disant, ben,
dans notre bilan carbone, en fait, le transport, la meilleure manière encore, c'est en fait de ne pas le faire, quoi. Et enfin bon, il y a un grand pouvoir qui se situe du côté des décideurs économiques et financiers aussi. Je distingue économique et financier. Économique, bon, on va penser à entreprise. Financier, c'est souvent des boîtes aussi, mais ce qu'on veut dire par là, c'est des gestionnaires d'actifs. Par exemple, BlackRock, dont le siège est à New York, qui est le premier, enfin le plus grand gestionnaire d'actifs financiers autour du monde. Alors, parlez-nous de cette action du 17 et 18 octobre. Ayant donc décrit les différents types de décideurs auxquels on s'adresse, les 17 et 18, c'est-à-dire 2 semaines avant la COP26, pardon, nous allons tenir des centaines d'événements autour du globe. Au jour où je vous parle, lundi 11 octobre, on en est à plus de 330 événements prévus dans 35 pays, où des groupes, soit au sein d'une même tradition religieuse, soit en interreligieux, vont vivre des moments d'interpellation. Alors, le 17 et 18, pourquoi? Parce que le 17, c'est un dimanche, donc pas travailler et férié, pas parce que c'est un jour chrétien, hein, mais on a choisi un jour où les gens ne sont pas au travail, et le lundi, qui est travaillé, et donc où, par exemple, les décideurs sont dans leur bureau. Et le 17, on invite à faire des interpellations, mais plutôt dans le cadre des communautés religieuses, et ça se passera pour grande partie à travers le déploiement de grandes banderoles sur des édifices religieux, sur des lieux de culte. Et là, je pourrais citer à Jakarta, en Indonésie, la plus grande mosquée du sud-est asiatique, et à côté, la cathédrale catholique, qui sont toutes les deux proches de bureaux gouvernementaux, vont le dimanche révéler et accrocher d'énormes banderoles avec des messages sur le climat. Le lundi, c'est plus en allant directement auprès des sièges des décideurs, que ce soit politique ou économique. Du côté politique, par exemple, en Australie, il y a un groupe interreligieux qui va manifester et qui va aller devant la permanence du bureau du Premier ministre, M. Morrison. On sait que l'Australie est vraiment un mauvais élève en ce qui concerne la transition climatique. Ou alors, du côté économique, eh bien, nous, en France, à Paris, lundi le 18, le matin, nous serons devant le siège de la grande entreprise Total, qui s'est renommée entre-temps Total Energy, hein, il n'y a pas trop longtemps, donc, mais en tout cas, Total, vous connaissez probablement, major du pétrole, enfin des énergies fossiles dans le monde, qui a prévu d'ouvrir un nouveau champ pétrolier en Ouganda et de co-construire avec d'autres partenaires un énorme oléoduc chauffé géant de 1500 km depuis l'Ouganda jusqu'à la côte de la Tanzanie. Et c'est un projet qui a tout faux, que ce soit au niveau climat, au niveau biodiversité, au niveau du respect des droits humains. Et on jeûnera devant la tour Total à la Défense, à Paris, pour manifester notre opposition à ce projet et demander que Total se retire. Donc ça, c'est des exemples concrets que je vous donne pour illustrer un peu ce qui va être vécu. Et alors, partout, dans les différents types de lieux et sur ces 2 jours-là, on va interpeller les décideurs parce qu'en fait, il y a un fossé énorme entre ce que la science nous explique qu'il faudrait être en train de faire pour rester, alors sous les 1,5, mais on peut même dire à la limite juste simplement rester sous les 2 degrés Celsius de réchauffement, et ce qu'on est en fait actuellement en train de faire. Et voilà, du coup, 2 semaines avant la COP, c'est un moment où on dit à autrui, nous on est sur nos chemins, on mène des travaux dans nos vies personnelles, on change nos modes de vie, nos styles de vie, on mène des travaux dans nos collectivités, il y a des églises vertes, des mosquées vertes, etc. Parmi les institutions qui ont désinvesti des énergies fossiles, la plus grande catégorie, ou la catégorie la plus nombreuse, c'est celle des institutions religieuses. Donc, on n'est pas parfait, mais on avance. Eh bien, on vous met aussi maintenant au défi de vous relever à la hauteur de l'enjeu et du niveau, et de s'aligner sur ce que demande la science. Alors, on a 4 grandes demandes sur ces questions-là. Je vais voir si je m'en souviens par cœur. Alors, la première, c'est qu'il n'y ait plus aucun nouveau projet d'exploration d'énergie fossile. On sait que, grosso modo, 80% des réserves de pétrole, de charbon et de gaz qui sont connues à ce jour, donc sans parler de découvertes qui viendraient, doivent rester dans le sol si on veut respecter les objectifs de l'accord de Paris. Il est impensable qu'on soit en train de mener des projets pour ouvrir des nouveaux champs.
Ça n'a pas de sens. C'est totalement climaticide, c'est des projets d'injustice climatique. Donc, arrêt des énergies fossiles et de la déforestation, arrêt des financements qui y sont liés, parce que ces projets-là ne se font pas par la pure volonté des acteurs, se fait parce qu'il y a des personnes qui ont des capitaux, qui les mettent là et qui sont en attente de rentabilité, bien souvent du coup dans des visions à court terme et sans considération éthique pour les générations futures ou d'autres êtres vivants. Nous demandons aussi que la transition écologique se fasse de façon juste, c'est-à-dire qu'elle ouvre des millions d'emplois verts. Quand vraiment la transition est une réserve d'emplois et que donc quand on dit transition juste, qu'il y ait des plans de formation, des plans d'accompagnement. Si on ferme les usines à charbon, évidemment que le but c'est pas que toutes les personnes qui travaillent dans les usines à charbon se retrouvent sans moyens de subsistance, mais avec des plans de formation, des plans de transition professionnelle, etc., on peut passer d'un secteur à l'autre et pousser véritablement la transition écologique en créant des centaines de milliers d'emplois dans des bassins locaux. Et puis, c'est la dernière, la quatrième, qu'il y ait enfin un respect par les pays riches, dits développés, de leurs paroles en termes de soutien technologique et financier aux pays les plus exposés, les plus vulnérables au changement climatique. Un exemple, ça fait depuis 2010 que le bloc des pays développés dans les négociations dit qu'il va abonder au fonds vert pour le climat à hauteur de 100 milliards de dollars par an. On n'y est toujours pas. 2010, c'est il y a 11 ans. Il y a 11 ans. Et entre-temps, combien d'études sont sorties qui montrent que 100 milliards, franchement, déjà, c'est un chiffre tout à fait symbolique par rapport aux besoins effectifs de ces pays localement, ne serait-ce aujourd'hui que pour faire face aux premières conséquences des changements climatiques. Voilà donc 4 demandes, et vous voyez que c'est très précis. Hein. On dit, il y a des chiffres, il y a des demandes. À la limite, ces 4 demandes, vous les lisez, vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce qu'il y a de religieux là-dedans? Enfin, donc c'est porté par des institutions religieuses ou par des organisations, des réseaux, mais qui traduisent leur langage de la justice climatique, on va dire dans un contexte chrétien, ou de la compassion et de la non-violence dans un contexte peut-être de tradition plus dharmique, dans des demandes politiques précises. Et ça, c'est très important. Bon, moi, je vous l'avais dit, j'ai été chargé de plaidoyer pour la justice climatique. J'ai rencontré plusieurs fois des représentants de gouvernement. J'ai rencontré des ministres, des chefs négociateurs dans les COP, même François Hollande à l'Élysée quand il était encore président de la République française. Tant que vous parlez de justice climatique, de paix, de prise en compte des générations futures, c'est oui, 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 bien sûr, tout le monde est d'accord, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et c'est très facile pour un politique de dire oui à la justice climatique. Mais quand vous connaissez votre enjeu, connaissez votre dossier, et que vous arrivez et vous dites, en fait, la justice climatique pour la France, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire, par exemple, aujourd'hui, que l'Union européenne, ayant décidé de placer son objectif de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à 55% d'ici 2030, eh bien, il faudrait que la France, qui est encore sur un chiffre de 40%, à minima s'aligne sur l'objectif de l'Union européenne. L'Allemagne, elle est même allée plus loin. Angela Merkel, elle est passée à 65% comme objectif pour l'Allemagne. Donc, on avance avec des chiffres, avec des dates, avec le bon langage. Quand on parle politique, il faut les parler dans son langage politique. Et donc, c'est aussi ça l'idée, parce que là, tout d'un coup, on rentre dans un vrai dialogue et ils savent qu'on sait de quoi on parle et on sait ce qui se cache derrière les mots. On sait que c'est pas pareil, pour prendre un dernier exemple, et puis j'arrête sur cette question, mais c'est intéressant, je pense, et j'ai envie de le partager avec les auditrices et les auditeurs. On sait que dans un texte de négociation de l'ONU, parler d'assurer la production alimentaire mondiale, c'est pas pareil que la souveraineté alimentaire ou la sécurité alimentaire. Parce que les entreprises, derrière sécurité, ils voient une chose, tandis quand on va parler de souveraineté, etc., c'est aussi la non-violation des droits humains, la prise en compte et du climat et de la biodiversité et des humains, etc., etc. Donc, il y a des choses très fines qui peuvent se jouer dans ce langage-là. Et ça ne suffit pas d'envoyer un courrier. Le mieux, c'est de se mobiliser. Et le jour où vous envoyez votre courrier, vous êtes 200 devant le bureau du député ou le siège de l'entreprise et vous serez entendu d'une toute autre manière, surtout si c'est couvert par les médias. Alors, je comprends qu'un des rôles des églises et des religions, c'est aussi rappeler aux décideurs, surtout du côté politique, les engagements qu'ils ont pris et que nous avons souvent oubliés nous-mêmes rapidement.
mais de leur rappeler et d'aller chercher, si je comprends dans votre exemple, les meilleures pratiques. S'il y a des pays qui ont pris qui ont des politiques vertes, avant-gardistes, c'est aussi de montrer que c'est possible. Oui, effectivement, mettre en avant les choses qui fonctionnent, etc. Euh, et en même temps, bon, nous, on se positionne pas nécessairement comme des experts sur le comment. C'est-à-dire, on n'est pas une église ou une mosquée locale, n'est pas experte sur les énergies renouvelables et les technologies, etc. Mais elle est capable de dire, nous lisons la science, nous lisons les études indépendantes, nous savons où nous en sommes sur la trajectoire, et voilà notre traduction et notre lecture de, partant des principes théologiques, où est-ce qu'on en est. Et pour garantir la justice climatique, par exemple, ce n'est pas simplement un enjeu de ce qu'on appelle l'atténuation, c'est-à-dire réduire les émissions de gaz à effet de serre pour atténuer le niveau de changement climatique, donc rester sous un certain seuil en degrés. Pour nous, la justice climatique, c'est aussi que les pays qui sont d'ores et déjà impactés, parce qu'en fait, il est tard, il n'est pas trop tard, mais il est tard déjà. On a dépassé 1,1 degré de réchauffement et déjà, en Allemagne, à côté de chez moi, il y a eu des inondations cet été. Pour la région qui a été inondée, c'est 30 milliards d'euros de frais pour la reconstruction. Et ça, encore, l'Allemagne, elle a la capacité de prendre ça en charge. Mais ça arrive ça dans un pays subsaharien. Quand on sait aussi, par exemple, que la majorité des migrations climatiques dans le monde, ce ne sera pas du sud-nord, ce sera du sud-sud, c'est-à-dire depuis un pays du sud vers un pays du sud, des pays et tous des pays qui sont touchés, qui vont devoir en plus s'occuper de dizaines de millions de réfugiés, ça va être terrible. Et donc, c'est aussi, à côté de l'atténuation, l'adaptation et la construction de la résilience. Et donc, nous, quand on a un propos sur le Fonds vert pour le climat que j'ai mentionné précédemment, et les 100 milliards d'euros annuels, eh bien, nous dirons pas simplement qu'il faut que le chiffre soit atteint, on dira, et d'ailleurs, il faut que parmi les financements étatiques fasse partie un vrai soutien à l'adaptation et à la résilience, et pas simplement un soutien à nos nouvelles énergies pour que éventuellement on saute l'étape du charbon localement et qu'on passe directement à du renouvelable, décentralisé et démocratique. On est aussi attentif, quand je dis décentralisé et démocratique, c'est plutôt des projets d'énergie renouvelable qui sont collectifs, coopératifs, qui sont portés par les gens localement, faute de quoi vous vous retrouvez dans des situations où c'est des entreprises du Nord qui font les énergies renouvelables au Sud, et c'est une sorte de néocolonialisme. On met des milliards sur la table, et alors bien sûr, la capacité en énergie renouvelable, elle est locale et bénéficie à une communauté, mais l'entreprise qui le met en œuvre, qui obtient le marché et qui donc fait du profit là-dessus, c'est aussi une entreprise du Nord. Et donc en fait, ce n'est pas de l'argent qui bénéficie avant tout au Sud, c'est de l'argent financé par le Nord qui revient au Nord. Et donc ça, c'est des points éthiques, des points d'attention éthique en particulier que nous portons et dont on pense que dans la rencontre avec le politique, ça peut être dit par des représentants religieux. Et c'est ça l'intérêt des représentants religieux, c'est que bien souvent, d'autant plus hors du contexte très sécularisé français ou ouest européen, vous savez que c'est très différent de l'Amérique du Nord, par exemple, ou d'ailleurs d'autres pays autour du monde, hein, l'Europe de l'Ouest est une exception, les responsables religieux sont reçus. On écoute ce qu'ils ont à dire. Ils ont accès au plus haut niveau du pouvoir. Et donc, il y a aussi une responsabilité de notre côté d'utiliser le fait que nous rencontrions des décideurs pour porter ces messages et en fait pour porter la voix des plus faibles et des plus vulnérables. Martin Kopp, la COP 26, parlez-nous de la COP 26. D'abord, qu'est-ce que c'est? Parce que ça fa ça fait souvent les titres des journaux, mais ça reste un peu énigmatique pour, une bonne partie, non seulement de la population, mais des membres des églises, des différentes églises. Oui, bien sûr. Alors bon, Martin Kopp qui vous parle de la COP, hein. S'il y avait une blague à faire, il fallait la placer. Non, mais c'est bien parce que vous voyez, on essaie d'avoir de l'humour à Green Faith et c'est ça aussi enfin, c'est une boutade, mais il y a quelque chose de très sérieux derrière. Quand je disais tout à l'heure que les cercles sont des communautés, etc., on essaie aussi voilà, l'enjeu écologique, il n'est pas évident. Eh bien, il faut savoir avoir un peu d'humour, il faut savoir célébrer les petites victoires. Donc, pour nous, c'est très important que, ben,
quand un groupe fait quelque chose, à la fin, il y a un temps de reconnaissance et de célébration. Donc, on aborde aussi l'action d'une manière spirituelle, pas simplement de combien est-ce qu'on a réduit éventuellement notre consommation de viande et tout ça. Non, c'est aussi approcher ça avec un peu une intelligence humaine. Donc voilà, j'ai fait une blague, c'était fait exprès. Et donc la COP26, comme son nom l'indique, alors ça vient de l'anglais, c'est Conference of the Parties, donc littéralement la conférence des parties, c'est-à-dire de ceux qui ont signé et ratifié la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Donc, Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, c'est la CNUC, la CCNUCC, qui est un cadre légal international, une convention de l'ONU, dans le cadre de laquelle on se rencontre chaque année pour faire le point et avancer dans les négociations, les décisions et la mise en œuvre de l'action mondiale pour le climat. C'est la 26e, donc ça fait un moment que la première avait eu lieu en 95 à Berlin, sauf erreur de ma part, c'était en 95. Ça tourne sur les différents continents. Cette année, c'est l'Écosse qui accueille, c'est l'Europe de l'Ouest qui accueille. Et il y a actuellement, la dynamique des COP se situe dans le sillage de la COP qui est pour le temps récent la plus célèbre, qui est la COP 21. Donc à Paris, en 2015, dans le cadre de la conférence des parties, a été adopté un nouvel accord mondial sur le climat qui s'est fixé des objectifs, qui s'est donné des modes de fonctionnement, des règles. Et depuis donc 2015 et la COP 21, tout le processus des COP, c'est comment est-ce qu'on met en œuvre cet accord et est-ce que la mise en œuvre se situe à un niveau qui va nous permettre d'atteindre les objectifs. Alors, il y a divers objectifs dans l'accord de Paris. Et alors, là, je rentre un tout petit peu dans le détail pour que vous compreniez bien qu'est-ce qui se joue en Écosse et pourquoi est-ce qu'à Glasgow, c'est une année différente que, par exemple, l'an dernier, la COP25 ou l'an prochain, la COP27. L'accord de Paris s'est dit, pour avancer, on va avancer avec des cycles de 5 ans. Et même si on se donne des objectifs communs au niveau international, les choix des objectifs nationaux vont être le fait et vont relever de la souveraineté des États. Donc, ce qu'on voulait éviter, c'était qu'au niveau de l'ONU, on dise tel État, tel État, tel État doit réduire ses émissions de temps et temps, parce qu'il y avait un risque que derrière, par exemple aux États-Unis, le Congrès dise « mais non, en fait, ça relève de la souveraineté de notre pays, donc on se retire éventuellement de l'accord de Paris ». Ce qui a eu lieu malheureusement avec Donald Trump, mais personne n'imagine que Donald Trump ne serait élu. Donc, vous ne voulez pas que se répète ce qui s'est passé avec le protocole de Kyoto. Donc, au niveau international, on s'est dit on veut rester sous les 1,5 degrés de réchauffement. Au pire, rester bien en deçà de 2 degrés. On veut travailler ensemble sur l'adaptation et la résilience, et on veut que les financements et la technologie suivent pour que les pays du Sud, dans une perspective de justice, puissent faire ce chemin eux aussi avec un soutien des pays du Nord. Et on s'est dit, en fait, on va faire le point tous les 5 ans. Et tous les 5 ans, les États vont être obligés de mettre sur la table des nouveaux engagements nationaux. Et alors, on regarde si, quand on fait le calcul, il y a des organismes indépendants, l'ONU le fait, mais il y a aussi des organismes indépendants qui le font. Quand on fait le calcul, on regarde toutes ces contributions nationalement déterminées et on regarde si ça suffit pour atteindre les objectifs. Vous voyez ce que je veux dire? Objectifs communs partagés au niveau onusien, mais chiffrage et objectifs nationaux au niveau des États. Et en fait, cette année, c'est la première où c'est la fin du premier cycle de 5 ans après la COP21. Et donc, les États doivent tous venir avec en main leur copie, leur devoir, si on peut utiliser une métaphore écolière, en disant, ben voilà, moi, ma nouvelle contribution nationale, ça va être de réduire de temps mes émissions en telle année par rapport à, etc. Ou ma contribution financière au Fonds vert pour le climat, ça va être de temps et je la revois à la hausse, ou etc., etc. Donc, c'est une COP politique. C'est pour ça que cette année, il va y avoir probablement des chefs d'État. Là où l'an dernier, qui était une COP technicienne, ben non, en fait, c'est au niveau du ministre ou des chefs négociateurs parce que ça suffit. Et donc, ce moment politique, ça va être un moment, est-ce qu'on est en fait sur les rails pour, et est-ce que les nouveaux engagements que les gens apportent sur la table vont être suffisants pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris?
Et c'est dans cet esprit-là que la journée du 17-18, 15 jours avant, contribue à mettre la pression sur les décideurs en disant il faut que vous veniez avec un papier qui correspond à ce que nous dit la science sur ces enjeux. Malheureusement, il n'y a pas de surprise d'ores et déjà. On sait que les contributions nationalement déterminées, donc ce papier pays par pays, quand vous faites la somme, ne suffit pas à rester sous les 2 degrés. Il y a des études qui avancent le chiffre moyen de 2,7. On serait sur une trajectoire à 2,7 degrés de réchauffement. Mais ça, c'est encore à supposer que les objectifs nationaux soient atteints. Parce qu'il y a une subtilité, vous avez le calcul par rapport à l'objectif, et puis vous avez le calcul par rapport à est-ce que les moyens de mise en œuvre votés dans un pays permettent d'atteindre cet objectif. Vous voyez ce que je veux dire? Je prends l'exemple de mon pays, la France. En France, on a un objectif de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. La France a raté chacun de ses derniers budgets carbone, c'est-à-dire qu'elle n'arrivera même pas à atteindre cet objectif. Et donc, vous avez 2 chiffres en fait que les études regardent. Qu'en est-il de la somme des déclarations d'intention et qu'en est-il de la somme en réalité de la trajectoire factuelle, objective, actuelle? Et là, on est encore moins, on est probablement, enfin, on est au-dessus de 3 degrés de réchauffement, mais sur une trajectoire au-dessus de 3 degrés. Et les 100 milliards, je le disais, on n'y est pas. Le soutien au Sud, on n'y est pas. Avancer sur la question du droit des réfugiés climatiques, on n'y est pas. Enfin, voilà, il y a ce constat d'une inadéquation entre l'ambition et ce qu'il faudrait faire. Ce n'est pas nouveau. Peut-être que je sonne comme un broken record, comme on dit en anglais. Donc, le CD est rayé et vous entendez ça dans la bouche d'écologistes ou de personnes de foi engagées depuis longtemps. Mais en fait, c'est toujours la même histoire. C'est toujours la même histoire. Et ce n'est pas pour rien qu'on est déjà à 1,1 degré. Cela étant dit, je termine sur une note positive avant de vous redonner la parole. Cela étant dit, ce qu'on voit, et ça c'est un vrai élément encourageant, si nous ne sommes pas au niveau ou à l'échelle, ça bouge partout. Il y a des vraies dynamiques positives partout. Que vous preniez les entreprises, parce qu'il n'y a pas seulement des entreprises qui font des choses tout à fait climaticides, il y en a aussi qui revoient tout à fait leur business model, que ce soit du côté des territoires, parce que ça ne se joue pas simplement au niveau national, ça se joue au niveau régional, ça se joue au niveau de la commune. Il y a des villes qui se déclarent en urgence climatique et qui font des plans pour que la ville réduise de temps ses émissions. Enfin, c'est à tous les échelons que ça se joue, ou que ce soit même au niveau des individus, avec des gens qui changent parfois radicalement de style de vie, qui réduisent drastiquement leur consommation de viande, ou qui se passent de voiture, ou qui décident de ne plus prendre l'avion, confèrent la fameuse honte de voler qu'ils ont en Scandinavie et qui a vu une baisse de 10% des commandes de billets d'avion dans ces pays-là. Voilà, ça bouge partout, il y a un fourmillement, il y a un bouillonnement, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe et donc il y a une dynamique. Il ne s'agirait pas de se dire tout est foutu, mangeons et buvons car demain nous mourrons, comme le disait l'apôtre Paul. Non, ça avance, mais on n'est pas encore à l'échelle. C'est un défi d'échelle en fait et c'est à ça qu'on essaye de s'attaquer. Martin Kopp, pour un peu rendre ça plus imagé, une COP, la COP 26, mais une COP, ça se passe comment quand vous dites on est là, on se donne des objectifs, qui est là, comment ça se passe concrètement et particulièrement quel est le rôle des églises de Green Faith et toutes les organisations de foi, comment ça se passe très concrètement une COP? Oui, alors, très concrètement, c'est un énorme sommet. En moyenne 20 000 personnes qui débarquent du monde entier, qui se retrouvent à un endroit. Et dans ce sommet, il y a en fait 2 espaces différents. Il y a un espace officiel de négociation qui est un espace onusien. Littéralement, pendant un temps, l'espace de la conférence climat est considéré comme territoire onusien. Donc, c'est l'ONU qui fait la sécurité, qui a sa police, etc. Et pour y accéder, vous devez avoir un badge, vous devez être accrédité. Et il y a un second espace qui est un espace société civile, et ce depuis la COP 21 à Paris. Donc vous avez un peu 2 sommets en même temps en fait. Vous avez le sommet officiel onusien et vous avez le sommet société civile où vous trouvez
toutes les entreprises, tous les acteurs engagés qui ont leur stand, etc., qui est un grand lieu de rencontre, de réseautage, de dialogue, de construction de synergie. Enfin, c'est vraiment un lieu pour les acteurs du climat qui est très important. Et on retrouve des collègues. Enfin, je parlais d'aventure humaine, c'est important, au moins une fois par an, que des gens qui travaillent sur ça partout dans le monde puissent se rencontrer, échanger, partager les bonnes solutions, discuter des problèmes, des difficultés. Enfin, voilà. Dans l'espace officiel, parce que la COP, même si maintenant c'est les deux, au sens strict, la COP, c'est l'espace officiel. Quand je dis on prend des décisions, ce sont les États qui négocient. Donc les gouvernements viennent avec des équipes de négociation. Ça peut aller de 2-3 personnes pour les plus petits États du monde. Pensez à Tuvalu ou des petites îles où vous avez quelques dizaines de milliers d'habitants, jusqu'à des délégations comme la délégation des États-Unis ou de la Chine. Les États-Unis, à la COP 21, c'était plus de 200 personnes, 200 négociateurs avec du coup une expertise sur tous les sujets. Et c'est là où il y a un enjeu de justice aussi. Imaginez entre l'État qui vient avec 200 personnes expertes de manière très différenciée et spécifique, et l'État qui vient, mettons, avec 15 personnes dans sa délégation, où vous vous retrouvez comme négociateur à devoir gérer et la finance, et ceci et cela. Et en fait, vous ne pouvez pas être expert de tout. Et donc, là, il y a une injustice dans la capacité de négociation. Donc, c'est les États, mais la société civile peut être accréditée comme observateur. Et là, ça veut dire que vous avez accès au couloir, vous avez accès aux salles de réunion, sauf à ce qu'une session soit officiellement à huis clos. Mais vous pouvez être en plénière dans les lieux. Les plénières, c'est des énormes salles. Des salles, vous pouvez rentrer, je ne sais pas, 500, 600 personnes avec des écrans géants, et tout devant, vous avez une grande table où il y a le président de la COP, qui est toujours, en général, c'est le ministre de l'Environnement du pays hôte qui préside, etc. Et donc, pendant que les États font leur travail de négociation pour prendre des décisions, et là, l'agenda est différent à chaque COP, les observateurs, dont font partie des organisations religieuses, ils peuvent les rencontrer, vous pouvez les rencontrer à la machine à café, vous pouvez les rencontrer au lieu de repos, vous pouvez les rencontrer dans les couloirs, vous pouvez prendre des rendez-vous avec eux, parce que les États ont des bureaux à l'intérieur, ils ont des espaces avec des bureaux, donc vous prenez rendez-vous, et c'est là que le plaidoyer a lieu majoritairement. Ça se passe aussi parfois quand vous faites un dîner en ville, vous rencontrez tel négociateur et vous échangez, enfin, c'est toujours un mix de formel et d'informel, et donc des organisations religieuses qui sont présentes sur place et qui ont un vrai travail de plaidoyer, donc de discussion et d'interpellation technique sur ce qui est en train de se passer dans les négociations. Ça leur permet de suivre exactement ce qui se passe, d'obtenir des tuyaux et des infos grâce à des relations qui ont été nouées depuis des années en général, depuis des années, des relations de confiance. Un négociateur avec qui vous entendez bien, il va peut-être vous dire des choses, et puis parce que ça fait 8 ans qu'il vous dit des choses et que vous respectez le secret, il sait qu'il peut vous confier. Enfin voilà. Et puis en plus, les négociateurs, il y a des jeux du coup. Tel négociateur, voilà, il se dit là, on en est là dans les négociations, c'est tel pays qui bloque sur tel point ou tel pays qui bloque sur tel point. Si vous rencontrez un tel, poussez ça ou poussez ça. Enfin, donc il y a il y a ce jeu c'est des lieux de pouvoir et de négociation. Les négociations, c'est un peu comme du poker, quoi. Donc ça se joue aussi dans des choses comme ça. Mais les religions portent leurs principes, leurs objectifs là-dedans. Il faut dire que la majorité, en tout cas de ce que moi j'ai vu, j'ai été à plusieurs éditions et j'ai été accrédité dans la COP avec la délégation œcuménique, parce que le Conseil œcuménique des Églises, tout comme des grandes organisations catholiques, Caritas International ou d'autres sont présents, et vous pouvez faire ce à quoi on participe souvent en interreligieux, c'est des sortes de petits happenings comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des espaces dans la COP qui sont réservés pour comment on peut dire ça, des moments ritualisés de plaidoyer, mais vous allez mettre en scène, vous allez mettre quelque chose en scène avec des déguisements. Vous savez, parfois, vous voyez des photos avec des gens qui sont déguisés en tel chef d'État et qui portent des panneaux, etc., et qui manifestent. Il y a des lieux dédiés à ça à l'intérieur de la COP. Il faut faire une demande à l'avance, vous réservez votre créneau horaire, vous faites ça. Et en fait, vous faites ça là où passent les négociateurs et les ministres. Et donc, ça se voit. Les journalistes, souvent, ils sont en attente, ils cherchent des histoires, des choses à raconter.
souvent, ils n'ont pas grand-chose à raconter parce que les négos sont en cours. C'est qu'à la fin qu'ils pourront dire qu'est-ce qui se passe. Du coup, une bonne petite action organisée avec un bon visuel, un bon message, quelque chose de fort, peut-être avec un intervenant connu ou un peu choc ou voilà, qui a un propos qui interpelle. Imaginez, vous avez Desmond Tutu qui débarque là-bas, où vous avez, voilà, ça attire et c'est couvert pendant ce temps-là. Donc, on a vraiment une opportunité de toucher la société civile, l'opinion publique à travers les médias. Voilà pour ce qui est de cette enceinte de la COP qui peut paraître effectivement de l'extérieur un petit peu mystérieuse. Ah, est-ce que je n'ai pas dit, parce que ça me semble évident, mais quand je dis que ça dure longtemps, ça dure 15 jours, enfin 2 semaines. Ça dure 2 semaines. Et donc, c'est en 2 semaines, effectivement, il se joue toute une histoire des négociations, les positions changent, ça se cristallise. Est-ce que le brouillon progresse ou pas? Est-ce qu'à 2 jours de la fin, on a un brouillon où il reste très, très peu de crochets parce qu'on s'est mis d'accord déjà sur plein de choses? Ou est-ce qu'il reste plein de crochets, il y a beaucoup de choses ouvertes et ils vont négocier jusqu'au bout de la nuit? C'est vraiment, voilà, là, vous êtes dans les arcanes des lieux de diplomatie et de politique sur le climat en l'occurrence, mais c'est ce que vous pouvez voir sur d'autres enjeux dans d'autres forums. Et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que font les églises après la COP? Ça ne se termine pas avec la COP. Vous continuez à faire des actions, de la sensibilisation, du plaidoyer? Bien sûr. En fait, la COP est souvent un moment ponctuel. En fait, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire, c'est plutôt la COP qui vient après ou pour ponctuer des programmes constants qu'on a sur le climat. Donc, c'est un moment auquel on se rend. Et donc, en fait, le reste du temps, on mène nos propres programmes, campagnes. Et simplement, la COP fournit l'occasion d'un focus sur le niveau systémique dont je parlais. Peut-être qu'après la COP ou avant la COP, on a du coup des espaces où on peut se concentrer aussi un peu sur, ou plutôt sur le niveau personnel et le niveau collectif. Et encore, ça dépend parce que, comme je disais, qu'en fait, il y a une question il y a les 2 niveaux, il y a le niveau global onusien et il y a le niveau des États, des nations, qui est le lieu en fait où les décisions sont prises. Selon les cycles électoraux locaux, lorsqu'on parle de pays qui sont des démocraties, il y a des moments importants pour la politique aussi. Je prends l'exemple toujours encore de mon propre pays, c'est quand même celui que je connais le mieux. En France, on va vers les élections présidentielles et législatives au premier semestre 2022. Donc, ce n'est pas seulement la COP26 là, mais en sortant de la COP, on rentre dans les mois décisifs de campagne électorale. Et comme on a un système, une 5e République qui est très présidentielle, c'est-à-dire qu'il y a un grand pouvoir dans les mains du président de la République ici, les élections présidentielles vont déterminer dans une très large mesure quel va être le niveau de l'ambition climat du pays, de la France, pour les 5 ans qui viennent. Et donc là, ça, c'est au moins aussi important, si ce n'est plus important que la COP elle-même, là, pour un pays comme le nôtre. Dans d'autres endroits, l'Allemagne, ils ont eu leurs élections juste avant la COP. Donc là, c'est fait. Alors, on attend de voir qui est-ce qui va être chancelier. Voilà, selon l'agenda local. Donc, c'est important de suivre un peu ce qui se passe, de savoir quels sont les bons moments. Si dans votre pays, il y a tout d'un coup une loi climat qui est en préparation, c'est dans la phase de préparation de la loi et quand elle est discutée au Parlement qu'il faut faire le plaidoyer. Une fois qu'elle est votée, en général, la loi, elle pose un cadre pour des années. Et donc ensuite, vous n'allez pas être en capacité là de vraiment faire bouger des curseurs. Donc c'est important de faire un travail de veille, de savoir où on en est. Et souvent, du coup, et ça c'est quand même aussi une réponse très, très pragmatique à votre question, est-ce que les églises, en l'occurrence, ont des personnes de staff pour faire ça? Ou est-ce que c'est des bénévoles? C'est très compliqué, si vous n'avez que des bénévoles, de faire un vrai suivi, une vraie veille législative et thématique sur le climat. La majorité des organisations qui font du vrai plaidoyer dans les COP, enfin, c'est-à-dire vraiment très techniciens, c'est des gens qui ont des chargés de plaidoyer à plein temps, qui suivent ça toute l'année et qui vont être capables, lorsque la COP arrive, je ne sais pas, vous avez votre évêque qui vient, c'est votre responsable de plaidoyer. En fait, c'est l'évêque qui va obtenir le rendez-vous avec un chargé de négociation parce que c'est lui qui a le titre et le charisme et l'aura institutionnelle. Mais la personne qui a suivi, qui a bossé et qui a noté les 5 points clés à transmettre, qui explique ça à l'évêque, c'est le chargé de plaidoyer. Et donc, il y a ce jeu toujours entre la représentation et le technicien ou la technicienne, pour le dire comme ça. Donc,
Voilà, on ne peut pas attendre le même niveau voilà, d'exigence ou de travail quotidien après la COP du côté des églises. Si on parle d'une église qui, en fait, qui met des ressources humaines, qui met des moyens financiers, et une église qui porte ça en même temps que le reste, et peut-être plus avec des bénévoles. Donc, mais à l'impossible, nul n'est tenu, et Dieu nous demande ce qui relève de nos capacités. Donc, chacun peut regarder qu'est-ce qui correspond à la réalité voilà, de sa vie ecclésiale ou de son engagement local comme chrétien ou personne d'une autre tradition. Martin Kopp, un grand merci. Un dernier message, Oui, spécialement peut-être pour, les chrétiens du Canada. ouais, ben mon message, c'est un message de... On a beaucoup parlé de justice climatique. Je vous invite à penser à la justesse climatique. C'est-à-dire, malgré le fait que peut-être les nouvelles ne soient pas toujours bonnes sur l'écologie, ou peut-être vous allez lire, c'est pas impossible, hein, qu'au sortir de la COP26 dans 4 semaines, les médias titrent que c'est une COP ratée ou qu'on n'y est pas au niveau des engagements, etc. Malgré ça, en fait, il ne faut pas que ce soit une raison de se décourager ou de lâcher notre travail. Parce qu'au fond, même si en fait il y a une mauvaise nouvelle, ou même si finalement la science nous dit bon, ben, les 1,5 degrés, maintenant on a trop émis, ben, il ne nous reste que l'objectif des 2 degrés, voire même les 2 degrés, on a trop émis, ben, est-ce qu'on va arriver à 2,5? Que ceci ou que cela, est-ce que c'est moins juste de vivre une trajectoire de conversion écologique comme chrétien, de mieux traiter les autres êtres vivants, d'avoir un rapport à la Terre où la Terre reste féconde et productive plutôt que de l'épuiser et de la désertifier? Est-ce que c'est moins juste de baisser ses émissions de carbone de telle ou de telle manière pour avoir, si je peux faire un peu de poésie, une soutenable légèreté de l'être dans nos modes de vie? Est-ce que c'est moins juste de retirer ces fonds peut-être d'actifs financiers qui aujourd'hui financent de la déforestation? Non, non et non. C'est simplement juste et en intégrité, comme nous, comme chrétiens, de faire ce travail-là. Et donc, quelque part, mon invitation, c'est de lâcher prise par rapport à peut-être un... Il ne s'agit pas de faire des résultats de toutes les actions mondiales une condition de notre action à nous. Parce que le critère, en fait, c'est qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui intègre pour nous, qu'est-ce qui correspond à notre vocation de cultiver et de prendre soin, de garder la création, comme c'est dit en Genèse 2,15. Et ça, je termine avec une citation de Martin Luther, comme moi je suis protestant, mais Luther disait, si on me disait que le Christ revient demain matin, je prendrais quand même encore mon pommier aujourd'hui. Et sur le climat, c'est pareil. Dans cette position de justesse, eh bien, je mènerai ce travail, quel que soit l'état global, et je le ferai en plus avec d'autres, parce que ça peut être, lorsque c'est effectivement une aventure humaine, un lieu de convivialité et de joie. Martin Kopp, tenant compte de votre agenda d'ici la COP 26, un grand merci pour ce temps que vous nous avez accordé à Église verte. Bonne chance à vous. On va suivre vos travaux et merci beaucoup pour toutes ces interpellations et toutes ces explications. Merci Merci. à vous pour l'invitation, c'était un plaisir et j'espère qu'on pourra poursuivre nos dialogues et collaborations dans le futur.